Shut up and sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon. Ensemble, on va plus loin, le podcast immobilier où bien souvent, on parle même pas d'immobilier. À preuve, cette semaine, j'ai un invité en or, un invité que, avec qui j'ai été mis en contact via une fille que je salue, que l'on salue, qui s'appelle Marie-Éléonore Baptiste. Salut. Une page Instagram que j'ai découvert, en fait, il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Coin du cigare. Créé, alimenté, idéationné, ou je ne sais pas comment le dire au juste, par son maître derrière, Alex Babin. Salut Alex. Salut Guy. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup de t'être déplacé ici chez Alexandre et Fils, donc sur la rue Peel à Montréal, dans un cigare lounge. Un des derniers au Canada. Oui. Tu me disais, lorsqu'on a fait une entrevue l'autre jour, que, en fait, tu m'as appris, c'est pas moi qui le savais, qu'il n'y a qu'au Québec où on a encore des permis pour fumer le cigare, dans les endroits où on sert de la nourriture et de la boisson. Oui. La loi grand-père. Et ici, on a une loi grand-père au Québec, donc chez Alexandre, fait partie des derniers Mohicans, on pourrait dire. Et puis c'est bien, tant mieux comme ça. Donc, Alain et Daniel, les grands patrons ici, nous ont laissé accès au cigare lounge. On vient en profiter. Et puis en passant, une super belle page Instagram s'appelle Coin du cigare. Il y a de la belle photo, il y a toujours des belles quotes. Je vous le dis, jugez-en par vous-même. Mais moi, en tout cas, j'ai été conquis la première fois. Et Marie-Éléonore avait ajouté d'ailleurs, avait envoyé un petit message. Ah, tu vas voir, Alex, il est super cool, c'est mon ami, je le connais, puis là, Coin du cigare, c'est. Puis là, je suis allé voir des photos, puis je la vois, elle, Sister of the Leaf. Yes, sir. Fume le cigare. Ouais. Et tout ça. Alors, ouais. Bravo. Merci bravo beaucoup pour ton initiative. Toi, en fait, à la base, ta profession, tu es un coach. Oui, exact. Je suis un entraîneur, coach en powerlifting, dynamophilie. En dynamophilie, en powerlifting. Oui. Oui. Puis Marie-Éléonore, tu l'as déjà entraînée. Exactement. Donc, mais en fait, Marie et moi, on se connaît depuis quand même plusieurs années, même avant que je l'entraîne. D'accord. Puis, shout-out Marie, salut. Ben oui, shout-out. Puis, Marie, elle m'a contacté, puis elle a dit, écoute, Alex, j'aimerais ça. J'ai commencé, j'ai pris c'est ça, j'ai commencé à me mettre en forme. Oui. J'ai commencé à me mettre en forme, puis j'aime forcer. Donc j'aimerais ça venir te voir, que tu m'apprennes comment lifter, comment lever des grosses charges, comment faire les gros levés, dont le squat, le bench press et le soulevé de terre, le deadlift. Donc, c'est ça, j'ai commencé à l'entraîner, je l'ai coaché, ça fait plusieurs années, on a fait plusieurs compétitions ensemble. On est allé au niveau national, parce qu'elle a gagné une 3e place dans sa catégorie, le record provincial au soulevé de terre, des grosses charges. Si je me rappelle bien, c'était en kilos, je me rappelle même plus, mais je sais que c'était comme 418 livres ou quelque chose comme ça, le soulevé de terre. OK. C'est des grosses charges, ouais. Don't mess with her. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Puis là, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a plusieurs choses en commun, dont le cigare. Et fait qu'on a fumé une coupe, et puis c'est ça, c'est là, moi aussi qu'elle m'a parlé de toi, elle dit, parce que moi, l'immobilier m'intéresse depuis un petit bout, elle dit, tu devrais checker Guy, JF. Ben oui, tu vois comment elle avait raison. Elle nous a matché, Guy. On est matché désormais, on est ici. C'est ça. Donc, en fait, pour parler un petit peu de mon projet, je suis coach à la base. Ça fait 16 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement. Mais je me diversifie quand même. J'ai toujours plusieurs différents projets. Et puis, le coin du cigare, c'en est un qui m'est à cœur. C'est pas juste le fait de fumer un cigare, c'est vraiment ce qui est la culture derrière le cigare. Tout ce qu'il y a autour, l'histoire derrière le cigare. Oui. Le pairing, les mariages qu'on va faire entre le cigare et les alcools, les spiritueux, l'eau minérale, le café. Moi, c'est un de mes meilleurs pairings. J'adore le cigare, un bon cigare avec un bon espresso. Là, c'est vraiment un de mes bons pairings. Donc, c'est ça. Éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que là, on est déjà en train de commencer. On fait la fabrication d'humidor sur mesure.
c'est ça, des custom-made et vendre aussi des accessoires. Donc, éventuellement, on va faire ça. Et en ce moment, on se bâtit une communauté tranquillement, une petite famille de Brothers of the Leaf ou Sisters of the Leaf, comme on l'appelle. Oui, c'est ça, non? Des passionnés du cigare, des amateurs du cigare, des gens qui aiment fumer, qui aiment la culture. Puis c'est ça. Donc, on commence ça tranquillement, puis ça va bien. C'est super le fun. J'ai toujours plein de shout-outs. Le monde à qui je parle, il aime vraiment la page. Puis, fait que c'est ça mon projet. Puis je me considère pas comme un expert du cigare du tout, là. Je veux que ça soit clair. Je suis un amateur de cigare, je tripe sur le cigare et j'en apprends toujours. Puis c'est ça qui est le fun avec la culture du cigare, c'est que tu en as toujours à apprendre. Exactement. Et tu me disais d'ailleurs, la façon dont toi, tu avais fait tes classes dans le domaine du cigare, c'est en ayant eu la chance de rencontrer quelqu'un qui en savait beaucoup. Exactement. De qui tu as beaucoup appris. Exactement. Mon premier vrai cigare roulé à la main. C'était un Cubain, c'était un Rafael González. Okay. Et puis, ce cigare-là, en fait, c'était avec un collègue à moi dans le temps, qui lui tripait bien gros cigare. C'est un Arménien. Et puis, il m'a donné un humidor, 20-25 cigares. Mm-hmm. Et puis, il m'a initié à la culture du cigare, l'histoire, la culture, comment tu le fumes, qu'est-ce que tu recherches, les différentes notes quand tu le fumes. Oui. Un bon prof. Oui, exact. Oui, vraiment. Puis, il était très passionné, tu sais. Puis, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de passionné, si toi-même, tu es passionné dans la vie, mais tu vas souvent accrocher à cette passion-là. Ça a réveillé quelque chose. Ça a vraiment réveillé quelque chose. Tu sais, si tu es vraiment passionné, tu pourrais me parler de cuillère, puis tu sais, comme, ah wow, c'est vraiment cool, de quoi tu parles, tu sais, je suis intéressé. Puis là, hey, quand est-ce qu'on va au musée de la cuillère? Exact. Fait que ça a créé un intérêt pour moi, et puis ben là, ça fait 15 ans que je fume le cigare. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, mon histoire. Ben, écoute, ça, c'est excellent. Puis, autour du cigare, comme tu le disais tantôt, c'est que tu as de l'immobilier, tu as toutes les activités humaines. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas réservé à l'élite. C'est pas réservé aux mâles blancs qui puent le cash. Exact. Mais c'est une activité plaisante. Oui. Ludique oui. Qui est ouverte en fait à tous parce que des cigares, il y en a pour tous les goûts Exactement, et tous les budgets. Exactement. C'est ça. Quand on parle de cigare, souvent les gens ont une perception un peu comme tu dis, tu sais, de préjugés. C'est ça. Un homme, tu sais, mi-quarantaine, mi-cinquantaine qui fume, qui est plein de cash, un peu macho. Hein? Le cigare, ça l'exhube la testostérone. Et ça exclut les filles. Hein, oui, ben c'est ça. C'est ce qu'on peut penser, mais c'est pas vrai. Ben c'est drôle parce que la semaine dernière, il y a une jeune femme, fin de la vingtaine, qui m'a appris, puis je suis resté vraiment surpris. Je dis, quoi, toi? La fille est super féminine, et ça. Puis elle me dit, tous les mercredis, moi et mes amis, on se réunit à telle place pour fumer un cigare. C'est un herf. Ils appellent ça un herf. Un herf, tu vois, je l'aurais pas cru. Je veux dire, mais là, venant d'elle, puis je sais que la fille m'envoyait pas vu. Puis je fais comme, wow, mais c'est bon, ben le fun, ça. Donc, c'est dans le sens parce que évidemment, on n'est pas tout à fait de la même génération, mais je trouve ça vraiment très, très bien. Puis l'exercice aujourd'hui, c'est justement pour réveiller en vous. Il y en a qui disent, ah, ben là, c'est pas pour moi. Ah, ben, je suis un peu gêné. Ben, je sais pas comment faire. Donc, aujourd'hui, on va vous montrer les grandes lignes, en fait, de B à bas du cigare, comment l'allumer. Comment en profiter, puis avec quoi le boire. Ouais. Hein? C'est vraiment un bon point que tu viens de dire. Souvent, justement, si on est capable de faire une chose aujourd'hui, ce serait vraiment d'ouvrir les portes à la culture aux gens. Tu sais, si on est capable d'atteindre une personne qui dit « Moi, je connaissais rien là-dedans, puis aujourd'hui, je suis vraiment intéressé par le cigare. » Moi, je vais être vraiment content. T'en as pour tous les budgets, comme tu disais tantôt, et t'en as pour tous les goûts aussi. Donc, quand tu commences, mettons, tu n'as jamais fumé un cigare, ben le premier cigare que tu fumes, parce qu'on associe souvent le premier cigare qu'on fume, je suis vert, après j'ai le goût de vomir, je suis malade pendant 2 heures, tu sais. Mais dans ce cas-là, si ça arrive, c'est sûrement parce que tu as fumé un cigare qui était trop fort, OK? Qui était trop fort on dit strong body, ou strong flavor, aussi une saveur qui est trop forte, ou strong body, c'est quelque chose qui va avoir un cigare qui va avoir un taux de nicotine trop haut. Donc, tu peux, quand tu commences, commencer avec un cigare qui est vraiment plus léger, qui est plus léger encore, et plus léger en saveur aussi, puis tu vas le marier avec soit un alcool, un spiritueux qui est un peu plus doux, qui te donne pas un gros punch dans la gueule, là, pour commencer. Puis commencer avec ça. Moi, le Rafael González, le premier cigare que j'ai fumé, c'est un cigare qui est quand même doux.
Et j'ai vraiment tripé sur les différentes variantes dans le goût du cigare. OK. J'avais jamais fumé un cigare avant. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est que tu en fumes un. Puis là, ben, tu en essaies un autre. Puis là, ben, c'est le deuxième là que tu fumes, mais tu le compares au premier que tu as fumé. Puis là, ben, tu fais ça assez souvent. Ben là, tu as comme une panoplie de cigares que tu as fumé. Puis tu sais, après ça, tu sais quel goût que tu aimes, toi, personnellement. Tu sais, le cigare, c'est comme le vin, OK? C'est comme un scotch. Les goûts, ça se discute. Tu sais, on dit ça, mais c'est vraiment... C'est propre à chacun. On peut en parler, mais on ne peut pas l'imposer aux autres. Exactement. Puis, comme par exemple, un cigare léger pour quelqu'un qui commence, puis qui aime les spiritueux, pourrait facilement matcher un cigare léger avec, par exemple, un whisky japonais. Ça pourrait être un beau petit pairing que je verrais. Là, ou un rhum sucré. Ou un rhum sucré. Donc, différents pays producteurs de feuilles de tabac, donc de cigares. Exactement. Et dépendamment de où le cigare vient, mais tu vas avoir des saveurs, des notes différentes. À cause de la terre aussi. Exactement. Donc, le sol va être différent d'un pays à un autre. OK? Et on dit que le meilleur sol pour les cigares, c'est à Cuba. On ne sait pas pourquoi, OK? Mais il y a vraiment quelque chose de distinct dans les cigares cubains qu'on n'est pas capable de retrouver ailleurs, même si on prend les graines cubaine et qu'on plante dans un autre sol, dans un autre pays, qui est quand même favorisé pour la culture de la plante du tabac, mais c'est jamais pareil. Donc, si on regarde le pays de Nicaragua, en ce moment, c'est un des pays dans le monde qui produit le plus de cigares. T'as Cuba, République dominicaine, Nicaragua et Honduras. C'est pas mal les 4 gros pays de production de cigares dans le monde faits à la main. C'est ça. Les cigares du pays Nicaragua sont plus épicés. Ils ont des notes plus... C'est ça. Mais en fait, ça sera toujours un produit du terroir, qu'on le veuille ou pas. T'sais, on parle de terroir, c'est l'endroit où ça pousse ou l'endroit où c'est produit. Donc, ton sol à Cuba, dépendamment, est-ce que tu es près de la mer, pas près de la mer, c'est quoi? Il y a des millions d'années, ça ressemblait à quoi l'île, en question? Donc, aujourd'hui, même si on prend exemple, au Connecticut, on en produisait beaucoup de tabac pour faire, entre autres, des cigares et des cigarettes, je crois. Mais aujourd'hui, les derniers producteurs sont en train de fermer leurs portes de la Connecticut Seed, qu'on appelait ça, je crois. Connecticut, en fait, je pourrais pas trop parler de ce qui se passe. Mais ils font encore des Connecticut Wrapper, beaucoup. Mais ça, je sais pas encore si c'est parce que la feuille vient de Connecticut. Quelque chose d'un petit peu plus compliqué, là, parce qu'ils font venir des feuilles quand même de tabac de Connecticut encore, mettons en Italie, puis en certains pays, parce qu'il y a des cigares qui sont faits en Italie, mais bref. Mais ouais, c'est ça, le cigare de Nicaragua, il est plus épicé, il est plus poivré, OK? Puis c'est ça que je t'ai amené aujourd'hui. Oui, parlons-en. Ouais, le cigare. Et je trouve que la band, ici, là, premièrement, c'est un exemple de design. Je trouve que ça fait un peu art déco. Et peux-tu nous parler de ce cigare? Oui. Donc, c'est un cigare de la marque CAO. Et c'est un cigare du Nicaragua. Ça s'appelle CAO Flathead 660. Donc, le 660, c'est parce que ça, c'est les dimensions du cigare. Donc, il est 6 pouces de long et il est 60 ring gauge. Donc, quand on regarde un cigare, il y a différentes dimensions, différentes shapes. Exactement. Puis, quand on parle de ring gauge, c'est le diamètre du cigare. Donc 60, c'est quand même un bon gros ring gauge, OK? Donc, ça doit faire pas mal de fumée quand je l'allume. Exactement, c'est ça. Tu vas avoir beaucoup de fumée quand tu vas le couper, OK? Quand tu vas le fumer, là, il y a beaucoup de fumée qui va sortir. Puis quand tu regardes un cigare qui a un plus gros ring gauge, mais ce qui arrive, c'est que il y a plus côté ratio filler, les trips, ce qu'on dit en anglais, la trip du cigare, filler, versus wrapper. Mais vu qu'il est plus gros ton ring gauge, mais là, le ratio est différent. Tu as plus de filler, tu as plus de trip versus ton wrapper. Donc, ta saveur de ton cigare va venir plus de ta trip que de ton wrapper. OK? Donc, c'est ça. Donc, tu as deux familles de dimensions de shape de cigare. Tu as les Parejo. Parejo, c'est ce qu'on connaît
c'est ce qu'on fume quand même régulièrement. La forme cylindrique traditionnelle. Exactement, comme ça, comme qu'on voit ici. Oui. Et Figurado, donc Figurado, c'est les cigares qui vont avoir une shape un petit peu plus différente. Un petit peu excentrique, genre en forme de torpille. Oui, exactement. Les fameux 3 cigares là, qui sont en... Oui, Calubres. Toujours trouvé ça magnifique, c'est une œuvre d'art. Tu sais pourquoi, en fait, ça c'est drôle qu'on parle de ça. Sais-tu pourquoi ils ont fait ce cigare-là? Non, je ne sais pas. Donc, dans le temps, tu avais, encore aujourd'hui, si je ne me trompe pas, mais tu avais seulement le droit d'amener, je pense, c'était un cigare à la maison. Dans le fond, comment ils s'appellent donc? Ceux qui roulent les cigares. Ouais. OK? Il y avait juste le droit de ramener, je pense, ça se peut que je me trompe, un cigare à la maison par jour. D'accord. OK? Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils en roulaient 3 ensemble. Fait que ça comptait comme un cigare. Pas mal. Fait que là, ben, ils déroulaient leurs 3 cigares avec leurs 3 chums, puis ils fumaient ensemble. Okay? C'est de là que ça vient le Couloupes. Okay. La petite tangente, c'est quand même une petite note drôle. C'est typiquement débrouillard. Oui, exactement. Donc, c'est ça, juste pour dire, tu as différentes shapes de cigares. Donc là, ce qu'on a là, c'est des Parejo. OK, c'est 3 Parejo qu'on a ici, qu'on va fumer aujourd'hui. Fait que le ring gauge, c'est la grosseur du cigare, le diamètre du cigare. Oui. Pour ça, tu as la longueur du cigare. Oui. Et tu as la shape aussi. Donc, quand on parle de shape, dimension, grosseur du cigare, on utilise le terme vitola. Et vitola, c'est un terme qui est souvent utilisé dans le domaine pour juste dire, c'est comme un slang pour dire un cigare. Okay. Je fume un vitola aujourd'hui. Okay. Mais ce que ça veut réellement dire, c'est un terme qu'on utilise pour dire la shape et la dimension du cigare. OK. C'est vraiment ça. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on va fumer, toi tu vas fumer un Rollo de Monterrey Epicure numéro 2. C'est un excellent cigare. Et moi, je fume un H. Upmann Magnum 54 pour le ring gauge. Les deux, c'est des Cubains. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a un outil spécial et il y a une façon particulière de le faire. Exactement. Donc, la première étape, avant de fumer ton cigare, il faut que tu le coupes. OK? Quand on regarde, en fait, avant peut-être de parler de couper le cigare, peut-être qu'on peut regarder la construction d'un cigare. Oui, comment c'est fait? Comment c'est fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur du cigare, on a ce qu'on appelle la tripe. La tripe ou, en anglais, le filler. OK? Dans le filler, OK, tu as 3 différents types de feuilles. OK? Tu as l'Ligero, la feuille qui s'appelle Ligero, qui est normalement la feuille, quand tu regardes la plante de tabac, ça va être la feuille qui est le plus haut proche du soleil. Donc, cette plante-là va te donner la force dans ton cigare, qui va avoir plus de nicotine. Ah, OK, je vois. Ça, donc, c'est super intéressant. Exactement. Tu vas avoir des cigares aussi qui vont... dans le fond, ça va être un cigare de double Ligero. Donc, il va avoir le double de force, le double de feuilles Ligero. Donc, il va avoir plus de force, plus de nicotine dans ton cigare. C'est des cigares très populaires aussi. Donc, ensuite de ça, tu as la feuille Seco ou Viso. Okay? Donc, ces feuilles-là, c'est des feuilles qui vont vraiment donner la saveur à ton cigare, l'arôme à ton cigare. Et en bas de ça, les feuilles qui sont en bas, c'est les feuilles qui sont un petit peu plus épaisses. Ça s'appelle Volado. Donc, cette feuille-là, c'est la feuille qui va donner l'espèce de combustibilité à ton cigare. C'est ça qui va vraiment aider ton cigare à bien fumer de façon constante tout au long de ton cigare. Donc, ça, c'est pour le filler ou la tripe du cigare. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle le binder en anglais ou la sous-cape. Oui. Le binder, normalement, c'est fait avec 2 feuilles et c'est ce qui enroule le filler ou la tripe de ton cigare. Qui aide à tenir la tripe ensemble. Exactement. C'est vraiment ça. Ton binder est fait pour tenir la tripe ensemble. Comme le boyau. Exact. Ce qui est à l'intérieur de ton boyau, en fait. Parce qu'après ça, on a la cape. Oui. Et la cape, c'est ce qu'on voit à l'extérieur du cigare. Et la cape est principalement, son rôle principal, c'est vraiment pour l'esthétique du cigare. La finition. Exactement. Mais elle va quand même avoir, dépendamment de la grosseur du cigare, comme que je parlais tantôt, elle va quand même avoir un rôle sur le goût, la saveur et la force du cigare. Elle est, comme toutes les autres composantes du cigare, elle est choisie minutieusement. Absolument. Surtout la cape. La cape. Parce que la cape... Pas trop de veine, par exemple. Exactement. Puis, qu'elle soit lisse. C'est correct. Ouais, exact, de bébé. C'est correct si... il y a une veine dedans. C'est correct. C'est pas la fin du monde. Mais il faut quand même que ta feuille soit lisse, soit belle. Oui. C'est vraiment important. Puis, gars, quand on regarde... Image is everything. Image is everything. Il faut que tu aies le goût de fumer ton cigare quand tu le regardes. Quand tu ouvres ton humidor, il faut que tu aies le gout d'en fumer un. C'est ça. Tout à fait. Humidor, dans le fond, on n'a pas parlé d'humidor. L'humidor, on peut... Donc, une façon, comme le vin, il faut avoir l'outil convenable
pour maximiser la conservation Exact. du produit, parce que le cigare, c'est un produit vivant comme bien d'autres produits. Produit de bouche, parce qu'on le roule dans notre bouche avant de le refaire sortir. Oui. Donc, une façon particulière. La maison du cigare s'appelle le humidor. Exactement. Et dans le fond, le rôle de l'humidor, c'est de garder le cigare à une certaine température et un certain pourcentage, un certain taux d'humidité. OK. Parce que comme tu dis, le cigare est en vie. OK? Oui. Il y a tellement d'histoire derrière chaque cigare que tu fumes. C'est long, là. Pour avoir un cigare roulé comme ça peut prendre 2, même 3 ans. C'est long. Il faut faire vieillir le cigare, il faut le faire maturer. Il y a plusieurs étapes à faire, à transformer la feuille pour qu'elle soit prête à faire rouler dans ton cigare. Qu'on appelle un curing. Exactement, anglais, exactement. Une période de vieillissement des feuilles là, qui sont suspendues. Vous voyez l'image, hein, vous avez probablement déjà vu. Sinon, allez googler. On a des espèces de bâtiments dont les côtés, là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour laisser passer du vent, etc. Puis, évidemment, le toit, c'est probablement en tôle aussi pour que la chaleur, qu'il fasse une certaine chaleur, puis que l'humidité puisse sortir par les côtés. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle ces espèces de cabanes-là, mais en fait, donc des séchoirs à tabac. Ça prend des mois. Leaf barns, juste le mot en anglais. Là, le leaf barn, merci. Quand moi, je l'ai dans ma main, évidemment, il a suivi tout un processus. Puis, il y a une façon donc de le conserver, sinon on le perd. C'est ça. Si l'humidité est trop basse, si c'est trop bas, il va sécher. L'huile va comme s'évaporer. Tu perds l'huile de ton cigare. Donc, tu perds beaucoup de saveur, beaucoup de la vie de ton cigare. Tu vas la perdre parce qu'elle va se sécher. Et puis, si c'est trop humide aussi, ça peut être dangereux. Dangereux dans le sens que tu vas vraiment pas apprécier, il va pas bien puffer. La combustion est vraiment pas bonne. Le draw, qu'on l'appelle, le draw est pas bon, c'est trop humide, fait que ça brûle mal. OK? Fait que tu tires, puis il s'éteint constamment. Comme une bûche. Donc ça, c'est pas le fun. Puis pour la température aussi. La température, c'est très important parce que si ton humidor est trop chaud, où est-ce que tu gardes tes cigares, si la température est trop haute, passer 70 Fahrenheit, là, je parle de 75, 80, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on va aller, ce qui est un énorme problème dans l'industrie du cigare, dans la culture, tu vas avoir les cigar beetles. D'accord. Les petites bébites qui sont dans la feuille. Un cigare, c'est en vie, hein? Fait que là, tu vas avoir des petites bébites qui vont sortir de ton cigare, puis la façon que tu le vois, tu vas souvent voir des petits trous. Quand tu sais que ton cigare, quand tu regardes ton cigare puis tu vois des petits trous dedans, tu sais qu'il y a vraiment, c'est des trous ronds, là. C'est tout petit. Puis, c'est ça. Donc, danger, alerte rouge. Donc, si jamais j'ai de ces petites bêtes dans mon humidor, ben ça peut se propager. C'est ça. Donc, ceux qui ont des trous dedans, tu jettes ça aux poubelles, à moins que tu veuilles fumer de l'excrément de bébite. OK? Non, merci. C'est pas super le fun. OK? J'en ai déjà fumé un. Ça goûte pas très bon. OK? Donc, ce que tu fais quand tu vois ça, tu jettes les cigares où il y a des trous dedans, puis le reste, tu les mets dans le congélo. OK. Donc, le congélateur va tuer tout ce qui reste de Beatles si jamais t'en as. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour l'humidor. Donc, on travaille en prévention. C'est sûr qu'il y a une façon de, comme tu viens de l'expliquer, mais on essaie de travailler en prévention. La bonne température ambiante, une bonne humidité ambiante aussi. Et on leur laisse un petit peu de place entre chaque. Oui, c'est bon qu'ils respirent un petit peu. Là, ce qu'on discute en ce moment, c'est si tu veux toi-même garder une collection de cigares chez toi à la maison. Oui. Mais plusieurs fumeurs de cigares, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste au lounge, ils vont juste fumer un cigare à la place publique, mettons comme ici, ils vont acheter un cigare ici. Oui. Donc, eux, ils payent un petit peu plus pour leur cigare, mais c'est pas les fumeurs qui vont en fumer 5 par jour non plus. Pour eux, ça vaut pas la peine d'investir dans un humidor, puis tout le système d'humidification dans le cigare, puis le garder à la bonne place, puis à l'intérieur de ton cigare, il faut que ça soit fait en cèdre espagnol, parce que bon, premièrement, c'est que ça donne un arôme qui est excellent. Ça sent tellement bon, tu le sais, quand tu ouvres un humidor, ça sent super bon. Vrai. Et ça l'absorbe aussi beaucoup de l'humidité. Donc, quand tu mets ton système d'humidification dans ton humidor, c'est pas tout ton... Il faut que, en fait, quand tu as ton humidor, il faut que il faut que tu le prépares, il faut que tu le seasoning de ton humidor. Il faut que tu augmentes l'humidité au-dessus de 70% pour que ton cèdre espagnol absorbe toute l'eau, pour que une fois que tu mets tes cigares dans l'humidor, que ton cèdre ne prenne pas toute l'humidité de tes cigares. C'est ça. Mais bref, ça, c'est des problèmes que, seulement si tu veux garder un humidor à la maison, si tu veux collectionner tes cigares, il va falloir que tu apprennes. Mais sinon, tu viens ici, tu en achètes un avec ton drink, tu relaxes, tu fumes un cigare, pas de problème.
D'accord, donc on vous le rappelle, là, aujourd'hui, l'émission est enregistrée chez Alexandre et Fils sur la rue Pile à Montréal. Puis encore une fois, je remercie Alain et Daniel, les patrons, de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis en fait. Donc toujours en compagnie de Alex Babin, page Instagram Coin du Cigare, super de belles photos, vraiment. C'est, point de vue esthétique, là, c'est vraiment réussi. Merci. Et on parlait donc de cigares, on a parlé de la composition, de la façon de les entretenir, de les maintenir. Et je pourrais ajouter par contre un point additionnel, de la même façon que lorsque tu as une cave à vin, la cave à vin ne doit pas devenir ce que j'appellerais un cimetière pour tes bouteilles. J'imagine un humidor, c'est la même logique. C'est-à-dire que faut les fumer. Faut rouler l'inventaire, faut les fumer, en avoir de différentes tailles différentes, origines différentes, couleurs de cap, etc. Pour justement ne pas que on a beau garder un cigare. Est-ce que ça existe des cigares pré-révolution cubaine? Encore? Je m'étais laissé dire que oui. Qu'il y en a qui auraient conservé ces cigares. Tu veux dire, du monde qui ont... Oui, ça existe. Ça existe. Oui, ça existe. Absolument. J'ai vu des vidéos, là, c'est incroyable. Wow. Il y a encore de la poussière sur la boîte. Là. Incroyable, incroyable. Dans le temps de M. Batista. Ce qui nous amène, on se rapproche de plus en plus de la fameuse étape de Fumons ce cigare. Yes. Le segment Fumons ce cigare de l'émission Ensemble, on va plus loin. Ouais. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de la façon qu'on fait? Oui, donc avant de fumer ton cigare, il faut que tu le coupes. Faut que tu le coupes. Donc, pour couper ton cigare, tu as différents outils. On va y aller avec... en fait, pourquoi qu'on le coupe? Parce que quand tu achètes un cigare, tu as voyons, comment tu appelles ça? Le cap ou la coiffe, c'est ça le mot que je cherchais. Okay. La coiffe, ici, c'est en anglais le cap, OK? Ouais. Donc, quand ils roulent un cigare à la main, ils finissent toujours par ajouter la coiffe par-dessus. Donc, la coiffe, c'est comme un capuchon que tu mets par-dessus ton bout de cigare qui referme le cigare. Puis souvent, ils vont en mettre 2 ou même 3 par-dessus pour bien fermer ça. Oui. Et puis, mais ils le collent avec... c'est comme la résine. C'est vraiment naturel. Okay? Oui, OK. C'est comme une eau végétale qui colle la coiffe avec ça. D'accord. Donc, c'est ça. Il faut couper ça. Donc, quand tu regardes la construction de ton cigare, tu as la tête du cigare, tu as le pied du cigare, ce qu'on va allumer, et tu as la bague, OK, la belle bague décoratrice ici, et en dessous de la coiffe, tu as l'épaule. Donc, quand tu coupes ton cigare, tu veux en couper, c'est pas compliqué, tu veux en couper le moins possible. Juste assez pour créer une belle ouverture, pour qu'il y ait assez de fumée qui sort quand tu tires dessus. Sans que la feuille commence à se désagréger parce que je l'ai coupé trop loin en s'en descendant. Exactement. Okay. Si tu dépasses la coiffe puis tu vas sur l'épaule, il va se dérouler puis ça, c'est vraiment désagréable quand tu le fais. Parfait. Donc, pour les outils, tu as différents outils pour le couper. Tu as ce qu'on connaît, OK, le plus populaire, c'est straight cut ou la guillotine. Oui. OK, tu mets ton cigare dedans, tu coupes, c'est bien simple. Oui. OK. Sinon, tu as le punch. Le punch ici, c'est vraiment ça. Tu punches ton cigare. Fait que tu mets ça dedans, tu pousses dedans, puis tu pousses un petit peu. Donc, ce que ça fait, c'est comme comme une biopsie. Comme une biopsie, exactement. Tu vas extraire un morceau. Tu extrais un morceau. Exactement. La coiffe du cigare. Le centre de la coiffe du cigare. Exactement. Puis, c'est juste assez pour créer un espace pour que la fumée sorte. Et ce qui arrive aussi, c'est que ça l'empêche des morceaux de tabac à rentrer dans ta bouche quand tu fumes. Ça se peut. Sinon, donc, il y en a qui aiment vraiment puncher leur cigare pour le fumer. Ouais. Puis, ce qui arrive aussi, c'est quand tu coupes ton cigare, tu peux puffer dessus sans l'allumer pour voir si l'air passe bien. Okay. C'est ce qu'on appelle le draw en anglais. Ouais, la tire. Exact. Il faut que ça tire bien. Okay? Puis ça, on le teste avant de l'allumer. D'accord, parfait. Donc, si jamais tu le punches, petit truc comme ça, tu as fait un punch, un trou avec, ça ne tire pas super bien, en refaisant un autre, teste encore. Si c'est pas assez, tu en refais un autre. D'accord, parfait. Et il existe une troisième façon. Le V-cut. Okay? Le V-cut, ce que ça fait, c'est comme si tu crées un canal tu crées une ouverture, un canal dans ton cigare comme en forme de V. D'accord. Exactement. Et ça crée une énorme ouverture dans ton cigare profonde. OK? Ça garde quand même la circonférence de ta cape, de ta coiffe ici. Oui. Il y en a qui ne jurent que par ça. Et d'autres, par contre, qui n'aiment pas ça. Il y en a qui, c'est moins, parce que il y en a qui disent que
ça dépend comment tu le fumes. Si tu le fumes trop vite, il va se ramollir. Ou sinon, quand avec la pression de tes lèvres, tu peux faire en sorte que tu vas l'écraser. Exact. Quand tu le fumes, surtout si tu le fumes vite, il devient très chaud. Ouais. Puis bon, il devient un peu mou vers la fin ici. Donc, surtout quand tu es vers la fin de ton cigare. Donc, quand tu as fait un V-cut, là, ben, ça se peut quand tu le mets dans tes dents, ça se peut que ça fasse un petit peu, mais bof. C'est good. C'est vraiment, c'est une histoire de goût rendu là. Personnellement, je suis un partisan de la guillotine. Vas-y, je te laisse couper ton cigare. Je vais couper le mien après, puis on va l'allumer. OK, on y va pour ça. Donc, Puis pour allumer ton cigare, on va en parler tout de suite, tu as différentes façons d'allumer ton cigare. OK? Premièrement, en fait, bon, on parle de la culture du cigare, puis les choses à faire, à ne pas faire. Encore une fois, tu fumes ton cigare comme tu veux fumer ton cigare. OK? Il n'y a pas de règle. Par contre, il y a quand même une éthique de cigare. Pour aller chercher le plus de bénéfices possible quand tu le fumes. Okay. Et ce qu'on dit, c'est de ne pas l'allumer avec du Zippo. Un Zippo, tu sais, les briquets Zippo. Oui. Bon, ben parce que le gaz, il y a une senteur, puis il goûte aussi. Puis ce qui arrive, ben, c'est que tu vas endommager un petit peu, si tu veux, la saveur et l'arôme de ton cigare quand tu l'allumes avec ça. Donc ça, c'est quand même, tu ne fais pas ça. Tu peux l'allumer avec des allumettes. Si tu allumes avec des allumettes, préférablement des allumettes en bois. Okay? Parce que sinon encore, tu vas jouer avec les arômes. Personnellement, je dis ça, mais personnellement, avec les allumettes, d'une allumette à une autre, soit que ce soit en bois ou en carton, j'ai pas goûté la différence. OK? Fait que mon goût à moi, il n'est pas assez raffiné. Who cares? OK? Oui. Par contre, moi, c'est ma façon préférée d'allumer mon cigare, c'est avec une torche. La torche. OK? La torche. Ça, c'est une torche Zycar. C'est une énorme compagnie d'accessoires de cigares. Et puis, ça, c'est un double jet. Fait que tu as deux jets qui sont en angle, donc ça se rencontre un petit peu vers haut. Fait que ça crée vraiment un beau... comme ça se rejoint ensemble, puis ça allume très bien ton cigare. Puis ça goûte rien, c'est inodore, donc ça ne change en rien le goût de la saveur de ton cigare. Okay. Non seulement ça, s'ils vendent, c'est excellent. Ben oui. OK? Puis deuxièmement, ça va vite. C'est pratique. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'allumer des branches de cèdre, un petit copeau de cèdre comme ça. Pourquoi on fait ça? Ben, parce que le cèdre, comme on dit tantôt, comme on a dit dans l'humidor, ça a des propriétés excellentes pour la saveur puis les arômes. Donc, il y a des gens qui n'allument leur cigare qu'avec ça. Okay? Personnellement, je le fais de temps en temps, mais je trouve que c'est un peu long. Il faut que ça te tente. Oui, il faut que ça te tente. Donc, on reste un peu avec le cèdre, on reste un petit peu dans le terroir du cigare aussi. On en jase, on en parle. C'est pas ma pratique quotidienne, on s'entend. Okay? Donc, pour allumer ton cigare, ça c'est quand même très important parce que la façon que tu vas l'allumer va quand même dicter comment il va brûler tout au long de ta fumée. Oui, okay? C'est vrai. Ton expérience. Donc, ce qui est important à faire, je vais couper le mien moi aussi. On parle d'éthique de cigare aussi. Tu vois là, on a partagé un cutter, ma guillotine. Ça ne dérange pas parce que moi, je ne mouille pas mon cigare avant. Il y en a qui aiment ça mouiller leur cigare avant de le couper. Wow. Mais là, ce qui arrive, c'est que si je fais ça, puis après je te passe ma guillotine, on s'entend-tu, c'est comme si on se frenchait. Fait que côté éthique, non, il y en a qui le savent pas. D'accord. OK? Mais peut-être que tu voudrais me frencher, je sais pas, tu sais. On pourrait en parler après le podcast. Mais bref, ça se partage plus ou moins. C'est ça. Okay? Ouais, j'avoue que plus ou moins. À moins que tu vas, tu sais, si tu vas dans un humidor ou un tabagiste, mais eux autres, ils ont leur cutter, puis ils vont, exactement. Pas de problème. Ou sinon, à chacun son cutter. Exactement. Donc, pour l'allumer, ce qu'on veut faire, la première étape, on veut rôtir le pied du cigare. C'est la première chose à faire. OK? Donc, exact. Fait que tu ne mets pas la flamme complètement contre ton cigare de 1. De 2, tu ne veux pas mettre ton briquet tout de suite en dessous. Pourquoi? Parce que c'est quand même sensible ce que tu as à l'intérieur aussi. Donc, tu sais, tu peux avoir des petits morceaux, des petites particules de ton cigare qui tombent dedans, puis là, ça va affecter la performance de ton cigare. Bref. OK. Donc, il y a comme ça. Donc, les deux bout à bout, les plus les moins, là, pour les auditeurs, on va mettre le cigare dans une main et à l'aide de l'autre main. Exact. On va chauffer à l'aide du... tu veux que tout ton ring devienne rouge. Okay? Tu vois, là, il est bien brûlé, il est bien parti. Donc, une fois que tu as ton ring rouge alentour, là, tu peux le mettre dans ta bouche, puis tu mets ton briquet pas trop loin, mais pas trop proche non plus. Dans le fond, si tu veux pas que la flamme allume ton cigare,
Tu veux que la chaleur de la flamme allume ton cigare. OK. Puis quand tu l'allumes, tu vas le tourner un petit peu pour qu'il brûle bien partout. Bon, on voit le phénomène de gaz chaud, on pourrait dire. Alors, ça fonctionne très bien. We have a lift-off. We have a lift-off. Et voilà, mon Guy. Bon, alors, regardez si je vais faire aussi bien que mon prof. Pas que je me brûle. Donc, on va ouvrir le petit capuchon. On fait comme ça. Je lui présente la flamme. Exact. Comme ça. Jusqu'à temps que j'ai mon petit ring of fire. Je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oups, Yes. là, je pense qu'on n'est pas pire, hein? Ouais, t'es bien Pas parti. mal un gagnant. Et là, la deuxième étape va consister à mettre mon cigare et mon briquet à angle 90 un par rapport à l'autre. Pas trop près, pas trop loin, juste pour que les gaz C'est ça. en tournant. Exactement, c'est ça. Une fois qu'il est allumé, tu le regardes, tu l'inspectes, voir s'il est bien brûlé alentour, partout également. Je lui souffle au visage. Et voilà. Bon. Santé, Guy. Alors, c'est fait. Santé. Santé, santé. On pourrait peut-être parler maintenant, j'aurais peut-être quelques mots à dire par rapport au scotch et au whisky. Scotch whisky, c'est pas mal les liquides alcoolisés de prédilection. C'est pas mal ce qui va le mieux avec un cigare. Rhum, cognac aussi. Rhum, cognac, oui. Mm-hmm. Ben justement, en fait, cognac et whisky, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux ont leurs adeptes. Puis à une certaine époque, en fait, c'est vrai que le cognac a beaucoup aidé au whisky à évoluer. Je vais en venir tantôt à... Fait que ça vous tente-tu que je vous parle un peu finalement, de toutes ces belles boissons qui s'appellent scotch et qui s'appellent whisky. Donc, c'est un peu comme tous les caramels sont des bonbons, mais c'est pas tous les bonbons qui sont des caramels. Donc, on pourrait dire que tous les scotch sont des whiskies, mais évidemment, c'est pas tous les whiskies qui sont des scotch. Pourquoi? Justement à cause de la géographie. Si ça vient de l'Écosse, c'est un scotch. C'est un Scottish whisky. Au fil du temps, c'est devenu scotch. Et voilà. Et puis, on connaît le climat aride de l'Irlande et de l'Écosse. C'est que, évidemment, eux, là-bas, la vigne, ça pousse pas fort. Il n'y a pas beaucoup de vignes qui poussent. Peut-être du raisin sauvage, là, mais ce ne sont pas des fabricants. Par contre, ils ont beaucoup de céréales. De l'orge, du seigle, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que, un petit peu comme un jour, j'ai visité une portion de la France où les gens, quand ils ont commencé dans les années 60, désormais, il y avait des tracteurs avec une charrue. Avant ça, il y avait un bœuf avec un vieux soc, puis il n'allait pas creux. Quand ils ont pu aller plus creux, là, ils ont découvert, sais-tu quoi? Ils ont découvert, c'est au moins gros comme la table, c'est une pierre, un peu comme une pierre à savon, qui est vide, qui fait vraiment comme un genre de bain. Il y a des trous dans le bas. On mettait des pommes, on mettait des planches par-dessus toutes ces pommes-là. Et puis au fur et à mesure que les pommes vieillissaient, OK, il y avait un phénomène qui faisait que ça se transformait en alcool. Ça devenait du cidre et ça coulait par les trous. Donc, parce qu'on avait des pommes sous la main, bien là, ça s'est changé. On a fait éventuellement de quoi? On a fait de l'armagnac, je pense. On a fait des mous de pommes, on a fait ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, en Écosse et en Irlande, on n'a pas ce climat-là. Fait que qu'est-ce qu'on a trouvé? La façon dont on a trouvé, c'est que, en fait, on s'est dit, on va essayer de faire de l'alcool. J'étais pas là, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Donc, on va partir d'une céréale. Je vais te donner l'exemple. On parle du malt. C'est le single malt, là, etc., etc. Donc, quand on parle de maltage, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une opération qui consiste à, ni plus ni moins que de moudre la céréale, la mélanger avec de l'eau. L'eau est super importante dans la fabrication
de ce qu'on boit présentement. C'est hyper important, à tel point qu'il y a plein de distilleries qui ont fermé au fil du temps parce que leur approvisionnement en eau s'est tari, soit par la pollution industrielle ou parce que le puits, tout simplement, est devenu à sec. Ah, wow! Oui, absolument. Donc, si on remonte des années, peut-être, on va dire, on est au 17e siècle dans mon affaire. Mettons des années 1600. Donc, je dis pas que c'est la première fois qu'on en a fait, mais je pense que moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est à peu près à cette époque-là que ça remonterait. Donc, on se dit, OK, on a des céréales. Fait que je vais vous prendre, l'orge, barley, l'orge comme exemple. Donc, l'orge, de façon naturelle, ne fabrique pas de sucre. Donc, même si tu ajoutais des levures, qu'est-ce qu'il faut pour faire un scotch? Il faut 3 affaires. Il faut avoir des céréales, il faut avoir de l'eau, puis il faut avoir de la levure. C'est ça qui est le processus. Mm-hmm. Donc, à partir du moment que tu as une bonne eau, déjà, tu es en business. Après ça, des céréales. Ça, j'ai entendu que c'est très important d'avoir une eau qui est... la source de l'eau est très importante dans le scotch. J'ai entendu, tu sais, comme des whiskies japonais qui essayaient de refaire des scotch. Ils ont fait venir de l'eau de là-bas pour faire leur whisky. Absolument. C'est quand même spécial, ouais, si on parle de l'eau. Pour essayer de la recréer, de la même façon avec l'exemple du cigare que tu as donné tantôt, ouais. On aura beau prendre la même scie, la même graine et aller la planter dans un autre pays, ça ne nous donnera pas le même cigare au final. C'est vrai. Hein, tu vois? Fait que ça, on parle de produits du terroir. C'est ça la beauté de la chose. Ouais. Et il y a toute une vie pour apprendre ça. Moi, je suis nouveau, là, tu sais, moi aussi. dans le sens que je me trouve bien genou dans toute cette histoire-là, mais j'adore ça. Donc, à l'époque, on se dit, ça devait être de la recherche et développement, tu sais, du R&D. Donc, on fait, OK, on a de l'eau, on a des céréales, mais là, on fait quoi? Les céréales, la chaîne du sucre est trop complexe pour, c'est-à-dire la chaîne de la céréale est trop complexe pour se transformer facilement en sucre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, à un moment donné, on a découvert que si on la faisait germer, là, il y a l'amidon. L'amidon dans la céréale, là l'amidon apparaissait. OK, c'est ça. Donc, on le faisait germer. Et on faisait germer, donc à ce moment-là, il y a un sucre qui se produisait. Mais si on fait germer trop longtemps, puis aussi, il y a toute une méthode, c'est qu'il faut retourner la matière première, OK, au moins 3 fois par jour, pour que ça germe égal partout. Par contre, le processus de germination, lui, doit être arrêté à un moment donné, parce que si tu ne l'arrêtes pas, tu vas perdre ton produit. Tu vas perdre ta céréale va ni plus ni moins que pourrir. Okay? Donc, la façon de l'arrêter, savez-vous comment on fait? Comment on fait pour enlever l'humidité d'une matière? Mettons là, que tu arrives chez vous, puis que tu as frappé la pluie, tu arrives chez toi, tu es tout trempe. À part enlever tes vêtements, bien entendu, tu fais quoi avec tes vêtements? À part les accrocher. Dans la sécheuse? À la chaleur. Donc, il faut de la chaleur. Il faut du feu. Ils mettent les céréales dans la sécheuse, c'est ça, je m'en dis. Mais en Irlande et en Écosse, de la forêt, il n'y en a pas beaucoup. OK? Par contre, qu'est-ce qu'on avait beaucoup en Irlande et en Écosse? Je vous le donne en mille. De la tourbe. Donc, de la tourbe, on la faisait sécher. On servait de la tourbe comme combustible pour faire sécher notre céréale, pour enlever l'humidité puis arrêter le processus de germination. OK? Et donc, c'est ce qui vient, en général, expliquer pourquoi, par exemple, un hard bag est tourbé à ce point-là. Ouais. OK? C'est la fumée, dans le fond, du feu? Entre autres. Okay. Donc, et puis après ça, bon, on va repasser les barriques aussi au feu. Mais ça, c'est une autre étape. OK? Ce que je veux, là où j'en arrive à cette espèce de soupe-là qui, une fois que tu as fait sécher ta céréale, tu vas la moudre, la mélanger avec de l'eau, ajouter des levures, tu vas avoir une espèce de bière ou de soupe. Parce qu'on sait que la bière, à l'état naturel, le maximum que tu peux atteindre là, quand tu fais de la bière, c'est 5 % d'alcool. Du vin, le maximum que tu peux atteindre, je pense, c'est 16,7 degrés d'alcool, pas plus.
Parce que... Ça, c'est sans levure, tu veux dire? Non, avec les Avec levures. levure. Parce que les levures, à un moment donné, passer ces pourcentages-là, la levure elle-même, elle devient intoxiquée, elle devient saoule, elle est plus efficace, elle peut plus travailler plus. OK? Puis là, pour faire augmenter le taux d'alcool dans nos boissons alcoolisées ou dans nos bases alcoolisées, comment on fait? Qu'est-ce qu'on a découvert comme méthode chimique ou comme méthode pour faire augmenter le taux? C'est la concentration. Comment on obtient une concentration d'alcool? C'est par la distillation. Mm-hmm. Donc, on a inventé les fameux distilleries. Alambics. Les alambics. C'est quoi ça? Bien, un alambic étant le contenant dans lequel on va mettre notre fameuse, que j'appelle la soupe. Et puis, là, on va la faire bouillir. Mais là, tu as de l'eau. L'eau à bout à 100 degrés Celsius. L'alcool commence à s'évaporer, à se détacher de l'eau vers à peu près une affaire comme 75 ou 80 degrés, mais je peux me tromper. Donc, c'est sûr que c'est l'alcool qui va se détacher de l'eau en premier. Et là, dans mon alambic, les vapeurs d'alcool vont s'élever dans l'alambic. Okay. Là, il y a un col de cygne à un moment donné. Ça va redescendre un petit peu plus loin dans un refroidisseur. OK? Et en étant refroidi, quand je refroidis une vapeur, ça fait quoi? Ça se condense. En se condensant, ça fait quoi? Ça fait un liquide. Ce liquide-là, ça va être de l'alcool. Ma première passe d'alcool, je viens de l'avoir. À combien de pourcents? Pas encore très, très élevé. C'est pour ça que je vais faire une deuxième distillation. Une deuxième distillation. La deuxième distillation, je vais être capable d'aller chercher 70-72%. D'alcool? Yes. Mais la loi dit, j'ai juste le droit à, mettons, à un moment donné, la loi est venue dire, bien, vous avez juste droit à 40. Comment est-ce qu'on ramène à 40 degrés, ou à 45 degrés, ou à 50 degrés? C'est bien simple. Tu prends 72, puis tu mets de l'eau. Tu le coupes avec de l'eau, donc tu ramènes ton degré d'alcool. Mais si la loi, mais tu dis la loi, il y en a des bouteilles que tu achètes qui sont quarter cask ou qui sont à 60, 56%, 48, peu importe, qui sont plus élevés que 40. Oui. Mais ça, le quarter cask, en passant, le quarter cask c'est juste un baril 4 fois plus petit qu'un baril ordinaire. C'est rien de plus que ça. Okay. Il peut y avoir n'importe quoi là-dedans. Je pensais que ça venait du corps du casque. De où est-ce que ça a commencé? C'était parce que c'était le corps du baril puis ça avait âgé plus longtemps dans le baril en bois. Non. Non, pas ça. Non, ce serait pas ça. Ce serait vraiment... Ça a vieilli dans un baril 4 fois plus petit qu'un baril ordinaire. Okay. Comme tu peux l'avoir transféré aussi. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? On pourrait en parler pendant des heures. On s'est accordé peut-être une heure de parler genre moitié cigare, moitié spiritueux. On pourrait en parler longtemps. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est, on se demande, l'histoire, c'est bien le fun parce que ça explique le passé, ça nous permet de comprendre le présent, puis d'avoir une idée de ce que l'avenir va avoir l'air de. Donc, dans les années 1860, tu parlais tantôt de ta petite bébite de cigare. Oui. Ben moi, j'en ai une petite bébite dans mon histoire aussi. Elle s'appelle le phylloxéra. Le phylloxéra, entre autres, jusqu'à venir, il y a quelques années, je peux me tromper, mais au Chili, on n'avait pas ce parasite. Il n'y en avait pas. Donc, les vignes n'étaient pas traitées chimiquement au Chili. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais de mémoire récente, elles ne l'étaient pas. Donc, ramenons-nous en France, 1860, épidémie de phylloxéra. Phylloxéra est un puceron qui se nourrit de la sève des pauvres vignes jusqu'à ce que mort s'en suive. Okay. Donc, pour arrêter l'épidémie, qu'est-ce qu'on fait? On arrache les pieds de vigne, on les brûle pour s'assurer qu'on va arrêter l'épidémie. Mais là, pendant ce temps-là, on est quelques années sans avoir de production. Par contre, le monde, ils veulent encore de la boisson. Ils veulent encore prendre un coup. Là, les Français se rabattent sur parce que c'est la région de Cognac, c'est le Cognac qui est vraiment touché. Donc, les amateurs se disent, d'abord, on va acheter du whisky puis du scotch. Ça, c'est les Français qui parlent, là, tu sais. Sauf que c'est vraiment pas dans leur palette de goût à ce moment-là. Donc, c'est ce qui fait que les producteurs, les distilleries écossaises et irlandaises vont se mettre à faire des blends pour essayer de
Répondre à donner la un demande. goût, ouais, puis de se rapprocher finalement de la demande que les Français ont pour le produit, pour un produit à base d'alcool, un produit qui a à peu près la couleur du cognac, parce qu'on sait que un scotch, quand ça sort à l'autre bout, là, c'est complètement blanc, là. C'est une boisson blanche. Elle va devenir ambrée quand je vais la mettre en barrique. Ah, ouais. C'est le bois qui va lui donner sa couleur. Wow. C'est pour ça qu'un sherry cask va être plus rouge. Oui, exact. Parce qu'on s'était aperçu qu'à un moment donné, tu sais, quand on a commencé à faire voyager la boisson, entre autres beaucoup à cause de la colonisation britannique, que il y avait des colonies un peu partout, aux Indes, ainsi de suite, Canada en était une. Donc, à ce moment, vous pouvez entrer, vous êtes bienvenus. Alors, à ce moment-là, on avait quelqu'un qui voulait se joindre, mais pas se joindre à nous, enfin bref. Donc, c'est sûrement pas quelqu'un qui ne fume pas le cigare, parce qu'ici, on est ici pour ça chez Alexandre. Donc, j'en arrivais à c'est vraiment... On parle de branding, marketing. La colonisation. À cette époque-là. Ouais. C'est le fun, parce que déjà, tu vois, on a adapté un produit en créant des blends. On a adapté un produit à la demande qui était venue de la pénurie de cognac en France, qui était juste au bord de la Manche, en fait, tu comprends? Puis, effectivement, qu'est-ce qui donne la couleur ambrée? Bon, c'est les barils. Parce que les boissons voyageaient d'un pays à l'autre. Puis, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on s'est dit, on va recycler des barils, puis on va les mettre, on va mettre, exemple, dans un, je sais pas, on va prendre un baril de sauterne, puis on va mettre de la boisson dedans, du spiritueux. Bon, ça va donner telle couleur. Je te parle pas qu'ils mettaient de la mélasse à l'époque, là, mais parce que ça s'est fait aussi, mais ça, on est un petit peu du côté du scandale. Fait que qu'est-ce qui vient donner sa couleur ambrée? Bon, c'est le vieillissement en barrique. Donc, en gros, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire. On parle de branding, marketing. Et puis, j'adore cette... Tu vois, on vit qu'on est dans un lieu mythique. Même la porte fait quick. C'est merveilleux. C'est que, finalement... je vais prendre une puff. Peut-être falloir que tu le rallumes? Non, je pense pas. Regarde. Non? Oh! Tu vois, là, on a un très bon exemple d'une construction de cigare idéale. Ça fait longtemps que tu as pris une puff, Ouais. que tu as tiré dessus, Ouais. puis il s'est pas éteint. Moi, je m'étais laissé dire que c'est une puff à la minute. À peu près, ouais. Hein? Ouais. À peu près. C'est pas... Tu sais, c'est pas J'ai été 5 minutes sans en prendre Ah oui, une. exact. C'est encore Il est allumé. encore Donc, allumé. comme tu dis, une excellente construction. Donc, un bonjour, nos amis français sont venus. Il est comment ton cigare? Il est délicieux. Il est très bon. C'est vraiment C'est un excellent cigare. Hoyo de Très Monterey. Épicure numéro 2. très bon. Même si je suis dans le foin du cigare. Donc, les Français. Donc, finalement, c'est drôle que l'offre est... ou la demande, plutôt, est créée, l'offre, dans notre cas. C'est ma compréhension de l'histoire. Parce qu'il y a eu une pénurie en France de cognac. Donc, on a une espèce de produit de substitution. Mais au départ, c'est des produits trop typés pour les Français qui se disent les Français font pas de problème. Les Anglais disent en fait, les Irlandais plutôt les Écossais disent pas de problème, on va s'adapter. Donc, on va prendre plusieurs barils de différentes distilleries qu'on va mélanger dans une plus grande cuve. Puis là, on va embouteiller ça. Donc, ça va nous faire un blend. Tu sais? Mais là, est-ce que ça va nous faire un blend qui vient de juste une batch de malt ou de plusieurs batchs de malt? Là, on ne veut pas entrer dans tous ces détails-là parce que, tu sais, je ne maîtrise pas l'ensemble de la science auto, mais c'est un petit peu comme, tu sais, les contenants que tu mélanges un dans l'autre, puis au final, ben, ça donne ce que ça donne. Ça donne que tu peux donner une homogénéité au fil des années à ta production. Donc, c'est ce qui expliquerait probablement qu'aujourd'hui, on va prendre tel produit. Si je le prends dans 2, 3 ans, 4 ans, il va encore goûter sensiblement ou pas mal la même affaire. Puis, tu sais que contrairement au vin, une fois que je l'ai sorti de la barrique puis que je l'ai mis en bouteille, mon scotch puis mon whisky, il cesse de vieillir. Là, ça se termine là. OK? Puis quand vous voyez sur une étiquette un petit truc en passant, voyez mais pas le vin. Mais le vin, lui, il continue. C'est quoi? Pourquoi le vin, il continue à vieillir? Il continue. Ben, le vin, je crois, lui, continue.
quand c'est marqué sur une bouteille, ne contient pas de sulfite, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que le vin, dans son processus de vieillissement, crée lui-même des sulfites. Un petit peu comme la céréale elle-même, dans son processus, elle crée elle-même son propre amidon, son propre sucre. Lorsque vous voyez une étiquette, Alex, marquée, mettons, c'est un 10 ans, c'est un 12 ans, les lois qui entourent la fabrication des Scotch whisky exigent que le chiffre que tu mets sur l'étiquette, c'est l'âge du plus jeune baril qui rentre dans la composition de ce que tu as dans ta bouteille. Quand ils font le blend, ils peuvent mettre du 20 ans, 30 ans. Je ne veux pas exagérer, mais s'il devait avoir une goutte de 10 ans, je suis obligé de mettre 10 ans. Contrairement au Porto, où que le Porto, l'âge qui est indiqué sur l'étiquette de ton vin fortifié qu'on appelle Porto, ça va être une moyenne. Ah, OK. OK? Toujours. Fait que fermons la parenthèse. OK. Mais, donc, c'est le fun de ça, parce que il est bon, oui, mais c'est parce que voici pourquoi il est bon. Je ne l'aime pas, celui-là. Mais voici peut-être pourquoi tu ne l'aimes pas, celui-là. Tu parlais de pairing tantôt aussi. Qu'est-ce qu'on boit au juste? Là? Macallan, moi, c'est du Macallan 12 ans. Toi, c'est du Macallan Gold. Gold. Ouais. C'est quoi ton pairing favori, toi, quand tu fumes un cigare? C'est-tu du scotch? C'est définitivement du scotch. Peut-être parce que mon goût n'est pas encore assez élaboré. Tu m'as parlé du café tantôt. Oui. Ça m'a l'air vraiment... Oui, j'ai déjà bu un café en fumant un cigare. Mais je vais être plus attentif la prochaine fois que je vais le faire. Ça, c'est sûr et certain. Je vais être plus attentif au pairing puis au goût que ça va me donner puis au goût, tu sais, en rétro-olfactif, et ainsi de suite. Là. Ouais. Ah, ça, c'est un bon point, ça. Comment fumer un cigare, le retro-hill. Tu sais, dans ta bouche, t'as je sais pas combien, mais t'as beaucoup moins de récepteurs de goût, d'arômes, de saveurs que t'en as dans le nez et toutes tes sinus, dans le fond. Donc, ce qu'on fait souvent quand on fume un cigare, c'est qu'on dit de faire ce qu'on appelle en anglais retro-hill. Donc, tu tires sur ton cigare, tu puffes, puis à la place de sortir toute ta fumée, tu vas coller ta langue dans ton palais un petit peu, tu vas comme un peu avaler, tu vas laisser la fumée sortir par ton nez, tu vas aller chercher plusieurs notes que tu goûtes pas nécessairement juste en le soufflant, en la sortant par ta bouche. Avec le cigare. Avec le cigare, et ça, c'est toute une technique. Oui. Parce que on est à notre premier cigare, c'est risqué de faire ça, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui. Surtout, si tu n'as jamais fumé un cigare, on risque de changer de fort. Ça peut que ça brûle un petit peu dans tes narines. On pourrait peut-être tirer sur le verre aussi. Si tu ne veux pas faire ça non plus, tu n'es pas obligé de sortir la fumée par ton nez, mais tu peux juste coller ta langue sur ton palais puis essayer d'aller détecter les notes, les différentes saveurs que tu fumes avec la fumée. Tu prends ton temps aussi, tu ne sors pas nécessairement la fumée tout de suite quand tu le fumes. On la fait rouler. Exact. On la fait rouler dans notre palais, dans notre bouche. Exact. Puis aussi, ce qui est bon à savoir, quand tu fais un cigare, on divise ça en tiers. Donc, tu as comme 3 parties du cigare qui ont des saveurs différentes. Quand tu commences, ça se peut que ton cigare il soit plus léger que quand tu es rendu au milieu. Ça, je suis dedans. Là. Comme j'ai beaucoup parlé, je ne suis pas très avancé dans... C'est correct. Mais en fait, ce que j'allais te dire, parce que tu parlais de café, OK? Si la serveuse revient, moi, je vais te demander d'amener un café. Un espresso, 2 espressos. Et ce que je veux faire, justement, là, j'ai de l'eau minérale. Ah, bien, peut-être qu'on pourrait, notre chère Victoria, pourrait faire cette demande-là à notre serveuse, de nous monter 2 cafés. OK, oui. Espresso. Bon, ça se fait, ça? Ouais. Parfait, excellent. Ouais. Espresso. 2 espressos? Oui. Allongé? Oui, allongé, oui. Simple allongé. Excellent. Ouais, donc, on va pouvoir live là, goûter à... Ce que j'aime faire, je commence avec un spiritueux, je commence avec un scotch quand je fais mon cigare, ou un rhum, ça dépend. Ça dépend comment je feel, honnêtement, ça dépend comment je me sens, ça dépend ce que je fume aussi. Tu sais, si je vais fumer un cigare comme celui-là, OK? Celui-là, tu fumes pas ça avec un rhum sucré. Celui-là, il était notre fameux 660. Exactement. Le Flathead 660, parce que ça, c'est un cigare, il vient du Nicaragua, donc il est plus épicé, il est plus poivré, il est plus fort, puis il y a plus de fumée qui te rentre dans la bouche parce que le ring gauge est plus gros, comme on l'a dit tout à l'heure. Excellent. Si tu le mélanges... Question d'examen, là. Tu sais, quand qu'on marie un cigare avec un breuvage, c'est pas nécessairement un alcool, un
un breuvage alcoolisé. Tu veux essayer de vraiment marier les saveurs, les arômes. Donc, si tu prends un cigare comme celui-ci qui est très poivré, qui est quand même puissant en force et en nicotine aussi, et que tu prends un rhum sucré, ben tu vas juste écraser les saveurs de ton rhum. Tu n'iras pas chercher les saveurs qui vont se marier avec ton cigare dans ton rhum. Parce que ton cigare il est trop puissant. Puis ça a été un concern que j'ai soulevé tantôt, puis je n'avais pas vraiment la réponse, mais j'avais pas commandé ce que je bois présentement. J'avais commandé autre chose. Puis là, je me suis soulevé moi-même la question. J'ai dit, ça va peut-être tuer mon cigare. Effectivement, tu m'as exactement expliqué pourquoi que mon feeling était bon. J'avais pas l'explication technique, mais tu me l'as dit pourquoi. Puis c'est ça, c'est bon à savoir que tu as 3 tiers. C'est bizarre à dire, là, dans ton cigare. Tu as 3 parties dans ton cigare. Parce qu'au début, comme que moi je vais faire en ce moment. Donc, je commence mon cigare. Là, je suis déjà rendu à moitié. Je commence mon cigare avec un scotch. Okay, ça se marie très bien, c'est pas super fort. Puis, rendu vers la fin de ton cigare, c'est là que les saveurs vont être un petit peu plus intenses. Ah oui, absolument. Okay? Donc, moi, ce que je fais rendu quand j'ai fini mon scotch, je vais me rincer la bouche, je vais boire un peu d'eau minérale. Okay? Puis, ce qui arrive avec les bulles dans l'eau minérale, quand c'est gazéifié, c'est que ça nettoie un peu ton palais. Okay. Et c'est comme si ça reset, si tu veux, ton habilité à goûter puis à accueillir les saveurs de la suite du cigare. De mon café. De ton café. Oui. Okay. Là, je vais prendre un café. On va prendre un café avec le restant du cigare. Tu vas voir que le mariage va quand même bien se faire. Parfait, parfait. Donc, ce cigare-là, je commencerais direct soit avec un scotch comme le Lagavulin 16 ans, par exemple. Quelque chose qui est quand même puissant, qui est très tourbé. Ouais, hein? C'est ce que j'avais commandé en passant tantôt. Ou du café tout le long de ton cigare. D'accord, c'est super. Puis peut-être on va nommer les tiers en question. Hein. Premier tiers, on l'appelle comment le premier tiers déjà? Moi je l'appelle le foin. Le deuxième tiers, je l'appelle le divin. Il porte bien son nom. C'est bon ça. Et le troisième tiers, on l'appelle le purin. C'est la première fois que j'entends ça. Oui. D'ailleurs, c'est tiré d'une scène célèbre de la série Chasseurs de maison. JF Tremblay ainsi que moi-même. Je ne sais pas quel épisode au juste, mais pour moi, c'est une pièce d'anthologie, ça, des 14 épisodes, parce qu'à un moment donné, on est sur notre bateau, sur le Richelieu, puis on fait de la prospection. Alors, là, on y va, et puis va et vient, let's go, on roule quand même assez vite. Puis là, JF est en robe de chambre, fume son cigare. Moi, je suis à côté, je fume mon cigare aussi. Puis... Mais lui... C'est la belle vie, ça, hein? C'est la belle vie, ça. Il se met comme ça. Un cigare entre les dents, n'est-ce pas? Et là, je pense qu'il y a pas mal de fumée qui est rentrée dans ses poumons. Puis JF, à l'époque, aujourd'hui, vous savez qu'il a fait un extreme makeover. Le plus gros flip, c'est lui-même, il s'est fait sur son propre body, tu sais, et sur son, il a fait vraiment un changement de mindset et tout. Donc, on sait, il a perdu beaucoup de poids, etc. Donc, félicitations, JF, en passant. Félicitations, je travaille dans l'industrie, moi, fait que good job. Son cœur, il avait tendance, il avait les hauts, le cœur facile. Donc, on est à cette époque-là, et là, à un moment donné, on revient à quai. Et parce qu'on avait eu une panne d'essence, évidemment, c'était stagé, la panne d'essence, mais on avait eu une panne d'essence, on revient à quai. Et là, JF, dans un sac de plastique, il est en train de vomir sa vie dans un sac de plastique. Yes! Parce que c'est le cigare qui l'a rendu malade. Et c'est là que j'explique à la caméra que le cigare, il y a 3 parties. Le foin, le divin qui est dans le milieu. Et à la fin, vers ta bouche et le purin, c'est la moins bonne partie. Et puis, là, c'est là que j'ai émis la savante hypothèse à l'effet que mon ami JF, c'était sûrement rendu malade avec le purin. C'est quoi qu'il fumait, t'en rappelles-tu? Ah, je m'en rappelle pas. Malheureusement, je me rappelle pas de quel cigare il était question, mais toujours est-il que après coup, on avait bien ri. Et voilà le café. C'est bon. Alors, le café. Excellent. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci. Merci. Donc, un excellent café qui vient d'arriver. Fait que toi, coach de powerlifting. Oui. Donc, ta clientèle vient d'un petit peu partout dans la région de Montréal. J'en ai à l'international. Je fais ça beaucoup en ligne. Parle-moi de ça. T'en as à l'international? Oui. J'en ai en Allemagne, en Suisse, en France, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien.
Excellent. Ouais. Tu peux le dire plus fort parce qu'il y a une fierté à ça. Oui. Mon travail, Wow. mon travail me permet de voyager des fois OK. et donner des séminaires sur les techniques d'entraînement. Oh, wow. Ouais, donc j'enseigne à des coachs, à d'autres entraîneurs. OK. Donc, je travaille avec un excellent coach dans le domaine qui a une énorme renommée internationale. Son nom, c'est Christian Thibodeau. Et puis, lui aussi donne beaucoup de séminaires. Et je travaille avec lui. Donc, on a souvent donné des séminaires ensemble à l'international. On a voyagé ensemble. Et qu'est-ce qui t'a fait développer cette expertise-là au départ? J'ai toujours tripé sur la force, tout ce qui est performance, Oui. la puissance, la vitesse, l'explosion. Oui. Et puis, dans le fond, moi, ce que je dis souvent, c'est que je me sens le plus en vie Ouais. quand que je lève des grosses charges. Fait que l'esprit olympique initial, là, tu dois aimer ça. L'esprit Ah, olympique. l'esprit, oui, Tu sais, absolument. Tout ce qui est remonte performance. à la Grèce antique, tu sais, vraiment. Ouais. Puis dans la mythologie, qu'on avait Atlas qui portait la terre la sur pierre ses d'Atlas. épaules. Là, il est fort, lui. Là, Ouais, là. puis oui, il est fort. Atlas, il est fort. Mais tu sais, la pierre d'Atlas aujourd'hui dans les compétitions d'hommes forts, c'est comme Oui. The World's Strongest Man, oui, ça. ben oui. La pierre d'Atlas, c'est on appelle ça un event, OK, dans le monde du strongman, qui est quasiment dans toutes les compétitions. Donc, tu lèves la grosse pierre en ciment, puis il faut que tu la lèves sur un trépied de C'est- différentes hauteurs. tu sais. Donc, c'est dérivé de la mythologie grecque où on avait Atlas qui Mhm. porte Ouais. la terre sur ses épaules. Ouais. J'ai commencé à l'entraînement, pour répondre à ta question, j'ai commencé vraiment, tu sais, c'était plus la mise en forme, la remise en forme générale, du fitness général. Puis, au début, je faisais beaucoup de cardio, je faisais des défis sportifs avec une compagnie à Montréal, Esprit de corps, une excellente compagnie avec Gilles Barbeau, et on faisait faire des défis sportifs à des travailleurs, donc du monde de bureau. Puis c'est ça, dans le fond, les entreprises ont un budget pour la mobilisation de leur équipe. Et puis, on les entraînait pendant 3-4 mois, puis on les faisait faire des défis sportifs. Donc, l'ascension, mettons, quelques monts de la chaîne présidentielle, en 3 nuits, mettons, on dormait dans les montagnes, dans les flancs de montagne, dans la zone forestière, puis en plein hiver, tu sais. Tu avais du team building à travers ça. Exactement. Beaucoup. C'était du team building Ouais. à travers le sport, à travers le challenge, le défi de sortir de sa zone de confort. Exact. Ouais, mais ce qui arrivait, c'est que Tu vois, ensemble, on va plus loin. exact. Mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que le dicton d'Esprit de corps, c'est plus loin, plus fort ensemble. OK, salut Gilles, en passant, si jamais tu regardes ça, c'est encore un bon ami à moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé avec eux. Ça fait comme 12 ans. Mais bref, on faisait beaucoup de cardio, tu sais, comme il y a un challenge, un défi qu'ils ont fait, c'était la course à pied de Montréal à New York. Ça, ils l'ont fait, je pense, à chaque année. Ils louent des VR, puis t'as des centaines de personnes qui participent avec différentes équipes, beaucoup de commanditaires, c'est des gros événements. On a fait du vélo, mais je dis je l'ai pas fait, de Victoria, BC à Montréal en une semaine. Fait que là, t'as un VR, puis t'as des cyclistes, puis là, ben, c'est chacun son tour, c'est à relais. C'est En tout cas, un juste exploit, là. J'ai commencé dans le domaine à faire beaucoup plus de cardio. Et puis là, ben, quand j'ai commencé à m'entraîner plus dans le gym, c'était vraiment... Je m'entraîne depuis que j'ai 18 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui. OK. Ça fait longtemps que je m'entraîne. Et puis, j'ai toujours trippé sur tout ce qui est muscle, le développement musculaire, développement de la force, développement de la puissance. Puis ça, ben, ça m'a amené justement... La biomécanique. Beaucoup la biomécanique. Beaucoup la biomécanique. Je te dirais que c'est vraiment ma spécialité dans le domaine, c'est la technique du mouvement. Donc, la biomécanique, c'est en plein ça. C'est ça. Mais je m'y intéresse. Je le connais pas, en fait, cette science-là. Mm-hmm. Mais je l'ai lu à quelque part. Ouais. Sans que tu m'en parles en passant. Ah, c'est cool, ça. Ah ouais. Puis, On est toujours le résultat des expériences antérieures. Ça fait que Ouais. là, je pouvais, dans ma tête, pendant que tu parles de ça, c'est pas que je pense à ma prochaine question, mais ça m'a fait réaliser que, à quelque part, je le savais un petit peu. Ouais. Fait que Socrate est avec nous. Nice. Salut. Salut, Socrate. Fait que, mais c'est ça. Puis j'ai fait ma première compétition d'homme fort, strongman aux États-Unis, dans la catégorie lightweight, pour les poids légers. Aux États-Unis, en ce temps-là, ici, tu n'avais pas vraiment de catégorie de poids. Tu en avais aux États-Unis, fait que je voyageais jusque-là pour les compétitions. Okay. Et Dans ce temps-là, puis j'ai pris la piqûre. Puis je me suis blessé au dos, fait que là, ben, de fil en aiguille, je me suis plus dirigé vers la dynamophilie, le powerlifting. J'aime plus le nom en anglais, c'est powerlifting. Ouais. Dynamophilie, en grec, c'est l'amour du mouvement. Dynamophilie, c'est l'amour de. Et puis, mais le powerlifting, ça t'a embarqué là-dedans, encore une fois, all-in.
all-in, j'ai fait des compétitions moi-même. J'en ai fait une, ma dernière, c'était en avril passé. D'accord. Et puis, je coach depuis spécifiquement pour le powerlifting. Je coach depuis 2012 parce que j'ai parti mon entreprise Defying Gravity, de powerlifting, Defying Gravity Powerlifting. Parce que j'ai une équipe d'athlètes. C'est quoi ta page web? DefyingGravityPowerlifting.com. Sinon, sur Instagram, c'est Defying Gravity Powerlifting. Sur Facebook aussi. Bon, on peut aller voir ça. Excellent. Et c'est possible d'aller, en fait, tu rencontres des gens aussi sur place, là, chez toi ou dans le confort de tes installations à toi. Exactement. Oui, j'ai travaillé 9 ans dans un gym commercial. D'accord. Et puis... C'était une bonne école? Oui, absolument. Absolument. Ben oui, parce que là, au début, quand tu commences, tu ne choisis pas nécessairement tes clients. C'est ça, hein? Donc, tu apprends beaucoup sur les gens, sur la mentalité des gens, sur la psychologie humaine un petit peu. Tu n'as pas le choix vraiment d'aimer ça parce que quand tu entraînes quelqu'un, la personne s'ouvre beaucoup à toi. Donc, un bon entraîneur va être capable d'écouter, de s'adapter à son client et d'adapter son entraînement, son approche en entraînement avec son client pour pouvoir avoir des résultats au long terme. T'sais. Parce que tu as des gens, tu sais, bien souvent, tu dois avoir une clientèle aussi qui doit te composer. Puis je sais pas, j'essaie d'imaginer, là, si moi j'étais gros et grand et fort, tu sais, ce qu'on appelle un colosse, là, puis peut-être que mes énergies sont pas toujours bien utilisées, tu sais. Soit que quand j'étais plus jeune, je me suis fait mobber à cause de ça. Bully à cause de ça. Et puis, à un moment donné, j'ai peut-être commencé à être batailleur et ainsi de suite. Est-ce que le powerlifting, c'est pas une belle façon de venir canaliser mes énergies? Absolument. Oui, hein? Ça l'est pour moi, ça l'a été pour moi depuis très longtemps. Puis je dirais pas juste, oui, exactement. Pas juste le powerlifting en tant que tel, pas juste ce sport-là, mais le sport en général. Le sport en général, quand tu donnes à une activité physique où est-ce que tu dois performer et que tu dois atteindre certains résultats, ce qui arrive, c'est que ton lifestyle, ton style de vie change pour arriver à ces résultats-là parce que pour être gros, grand, fort, il faut pas juste que tu t'entraînes, il faut que tu manges comme il faut. La génétique est une chose, mais la récupération, c'est la plus grosse chose. Oui, tu lèves dans le gym, mais il faut que tu récupères aussi. Donc, la récupération se fait quand tu dors et quand tu manges. Donc, après ça, s'il faut que tu dormes, mais il faut que tu te couches. Fait que non, je viens pas au bar, les boys, amusez-vous, mais moi, je reste chez nous, puis je mange mon dernier repas à telle heure, puis je m'en vais me coucher à telle heure parce qu'il faut que j'aie tant d'heures de sommeil, parce que le lendemain matin, je me réveille à telle heure pour aller faire mon entraînement, puis c'est ça, tu sais. Fait que powerlifting, pour moi, ça a été... Le powerlifting aussi, mais je parle... L'entraînement en force en général, ça a été vraiment une façon pour moi de canaliser mon énergie puis la mettre à une bonne place, tu sais. Fait que, voilà, absolument. Ouais. Parce que tantôt, tu me montrais une vidéo, entre autres, de Marie-Éléonore Baptiste. Et lorsqu'elle a établi un record, on voit là, tout ce qu'il y a autour. Sur le bord de la scène, on a l'athlète qui est elle. On a l'équipe de soutien, l'équipe d'entraîneurs, on te voit toi. On voit que il y a bien du comment dire là, elle est dans sa zone, on la voit, elle est dans sa zone, elle est hyper concentrée, hein, il y a un tunnel devant elle. Oui, là, exact. Je sais pas, là, c'est un laser. Moi, je compare, des fois, la lumière éclaire partout en même temps, mais le laser, lorsqu'on concentre cette lumière-là, peut-être la même source de lumière, une fois concentrée, on est capable de découper des portes, de découper de l'acier avec ça. C'est un peu la façon, donc, j'aime ça. Je dois aborder le lever. Et là, elle avait comme 400 quoi. Oh, j'aime vraiment l'image. Je vais m'en servir. C'est pas la première fois d'ailleurs que je le dis. Si tu me permets, je vais m'en servir. Absolument, ça me fait plaisir en plus. Donc, on a cette scène qui est très très forte que vous pouvez aller voir sur la page de Marie-Éléonore qui s'appelle Force Brute. Oui. Sa page Instagram. Donc, on a ça ici. Et puis, je pense que c'est très... il y a le mindset là, à son meilleur. Et elle se dirige vers la barre qui est par terre, qui a 430 livres. 430 livres. 195,5 kilos. OK. Et elle doit soulever la barre et là, l'amener à un certain niveau. Ouais. Son corps doit être à un certain angle. En extension complète. En extension. Les juges sont là. Les juges sont très sévères. Absolument. Jusqu'à temps qu'il y a une petite lumière qui s'allume, comme quoi, OK, c'est réussi. Et là, elle fait retomber. Et d'ailleurs, elle ne l'a pas laissé tomber. J'ai l'impression qu'elle est allée la porter au sol. En fait, quand tu regardes les règles, parce que c'est un sport, donc tu as des règles qu'il faut que tu suives, puis les juges sont là pour s'assurer
que tu respectes les règles. Parce que OK. si tu ne respectes pas les règles, ben là, une fois que tu as descendu ta barre, c'est là que les lumières vont s'allumer. Donc, tu as 3 lumières parce que tu as 3 refs. OK? Puis tu vas avoir 2 lumières blanches sur 3. Au moins, pour avoir ton lift pour qu'il passe. OK. Donc, tu n'as pas le droit d'échapper ta barre. Bon. Quand tu as lifté... Pas de drop de mic, là. Wow, non, c'est ça. Non. Mais tu sais, surtout ceux qui commencent, ils on font cette voit. erreur-là. Ouais. Ah, c'est ça. Surtout ceux qui sont habitués de faire du CrossFit, le sport du CrossFit. Souvent, au deadlift, ben, tu fais ton deadlift, puis tu drops la barre, tu cours ailleurs, tu vas faire d'autres choses. Oui. En powerlifting, en dynamophilie, il faut que C'est ça. tu contrôles ta barre. Oui, Donc, oui, tu oui. la mets par terre. Ouais. Pas besoin de prendre ton temps 5 secondes en excentrique, OK. qu'on dit. Mais il faut que tu la contrôles, il faut que tu la déposes par terre. C'est quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est l'aboutissement d'un... Ça, c'est le record provincial. En Le fait. record provincial. Ouais. C'est l'aboutissement d'un nombre. Et je pense que que ce soit en immobilier, dans d'autres disciplines, quand on aborde la façon dont on envisage de faire l'opération qu'on veut faire, acheter, vendre, faire une proposition à des futurs partenaires, quoi que ce soit, il faut un peu aborder de la même façon. J'ai une méthode, il y a des choses qu'il faut que je fasse et que je dise, il y a des affaires que non, je ne dois pas aller là. Puis tu visualises avant. Et beaucoup de visualisation, c'est très, très, très important. Vraiment fort intéressant. J'adore les parallèles. Ouais. La performance. C'est de la performance. C'est de la performance. Peu importe que ce soit en affaires, physique, sportive, c'est de la performance. Donc, Puis là, il y en a des gens qui vont se poser la question, ouais, mais là, fumer un cigare pour faire du sport, c'est pas compatible. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? On va leur dire que c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Pour vous donner un exemple célèbre, un gars qui s'appelle un certain Arnold Schwarzenegger, qui est un amateur de cigares devant l'éternel. Je pense que dans le dernier Cigare Aficionado, il y a un article sur lui. Puis, salut le front page. Le front page, et Arnold dit qu'il a fumé son premier cigare, je crois, je pense qu'il avait 16 ans. Là. Il n'avait pas 20 ans, en tout cas. Et il n'a jamais cessé depuis. Et il en fume un, sinon plus qu'un par jour. Et il y a des humidors un peu partout dans sa maison et dans la plupart de ses maisons, disait-il dans l'article. Et il a aujourd'hui 70 ans, 71 ans. Donc, je pense que, tu sais, pour répondre à cette question-là, il faut que tu... De un, c'est sûr que je dirais jamais que de fumer, c'est santé. OK? Mais si tu regardes un athlète qui fume aussi le cigare de temps en temps, c'est sûr que l'athlète, surtout dans une phase de préparation à sa compétition, il ne va pas nécessairement fumer le cigare, surtout si son sport lui demande d'avoir une capacité cardiovasculaire. Tu sais, tu as quand même de la fumée qui te rentre dans les poumons. Veux pas, même si tu ne l'aspires pas, contrairement à une cigarette. Puis là, encore là, si on fait le parallèle entre le cigare et la cigarette, c'est deux mondes complètement différents. Complètement. OK? Le cigare, c'est vraiment, ce n'est que des feuilles de la plante qui sont prises de la plante avec aucun additif chimique, il n'y a rien de chimique là-dedans. Ils font vieillir les feuilles, ils font maturer, curing. Et puis tu roules ça. Tu risques pas de trouver de la bourrure de Chesterfield là-dedans. Ouais. Si tu l'achètes sur la plage à Cuba, ça se peut que tu achètes que ça soit d'autres choses que tu fumes. Mais tu sais, comparativement à une cigarette, la cigarette, c'est du papier de tabac bourré de chimiques. Là, tu sais, puis là, avec tout ce que tu as là-dedans, combien de produits chimiques que tu as dans la cigarette, en tout cas? C'est complètement différent. Que le cigare est un produit beaucoup plus noble que la cigarette. Aussi. À fumer avec modération. On ne le dira pas assez. Donc, tu sais, chacun... Fumer moins, fumer mieux, on pourrait dire. Ouais, j'aime ça. Ouais. Qualité par-dessus la quantité, absolument. Je lisais aussi une portion, puis ça m'a fait réaliser que oui, effectivement, lorsque je prends le temps de fumer un cigare, c'est que je m'arrête. Puis j'ai du me time. Je le fais pour moi. Là, on le fait aujourd'hui. Exact. On a un bel exercice. Premièrement, on apprend à se connaître point de vue humain. C'est vraiment un gars qui m'a l'air, non seulement qui m'a l'air fort sympathique, qui est fort sympathique, avec un beau background. Puis comme tu n'as pas toujours été l'athlète que tu es devenu, tu n'as pas toujours été l'entraîneur. Non. Tu as été reconnu par tes pairs, PAIRS, comme étant quelqu'un d'exceptionnel, à qui on s'en remet pour devenir encore meilleur.
c'est que je trouve que je me considère chanceux de t'avoir comme invité aujourd'hui. Pareillement, honnêtement. Je peux pas faire mon têteux, mais non, mais je suis content. Je te renvoie la balle, pour vrai. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré. C'est des belles conversations qu'on a. Puis, tu m'as dit, tu m'as raconté un petit peu quand on s'est parlé au téléphone, ton background dans le droit, puis que tu t'es lancé dans l'immobilier, puis que là, c'est vraiment ta carrière en ce moment, c'est vraiment ça. Puis, moi, j'en mange de ça. J'aime rencontrer des gens qui ont la passion dans l'œil. Tu sais, quand tu les écoutes parler, tu as le goût d'en savoir plus. Tu sais. Puis quand on s'est parlé la première fois, je pense que les deux, on a senti ça, tu sais, qu'on pourrait s'asseoir, fumer un bon cigare, jaser longtemps, puis apprendre à se connaître, puis que ça soit le fun, tu sais, que ça soit agréable. Puis c'est ça, le cigare, comme tu dis, j'en reviens pas que j'en ai pas parlé encore, j'ai jamais rencontré autant de bonnes personnes et eu autant de bonnes conversations avec des gens que je connaissais peu qu'avec la culture du cigare et la communauté du cigare. Ouais. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, on va-tu fumer un cigare ensemble, tu as l'air intéressant, je vais venir, on passe du temps ensemble, on s'arrête, comme tu dis, on prend le temps d'apprendre à se connaître. C'est toujours des belles rencontres. Toujours. Le Brothers of the Leaf Community. Tu vois? Ouais. Puis ça n'exclut pas les femmes. Sisters of the Leaf. Aussi. Ouais. Effectivement. Ouais. Comme je le disais un petit peu plus tôt, j'ai été fort étonné. Oui, j'ai été fort étonné que quelqu'un qui est très féminin, etc., m'a dit ouais, une fois semaine, moi, mes amis, on se réunit pour fumer un bon cigare. Puis, c'est comme, je pense qu'il va y avoir des suites à ce que j'ai entendu. Il va y avoir des suites à ce qu'on a discuté aussi. J'espère. Il va falloir faire un petit get-together, non seulement pour finalement initier des personnes qui n'en auraient jamais fumé, ou encore vraiment faire une activité sociale. Oui. Dégustation aussi. Dégustation de mariage entre spiritueux, différents différents cigares. C'est quelque chose qu'on va organiser, tu sais. Ouais. That's it. C'est bon ça. J'aime ça. Oui, on va faire ça en 2020. OK. Vendu. Parfait, vendu. Écoutez, c'était vraiment fort instructif. Et puis, je te remercie beaucoup pour ta générosité. C'est moi qui te remercie, Guy. Alors, Alex Babin, page Instagram, Coin du cigare. Oui. Et puis, rappelle-moi ta page. Defying Gravity Powerlifting. Yes. Ouais. Alors, sur ce, portez-vous bien, partagez cette page. Share the love. Ben oui, absolument. Donc, on se retrouve sur YouTube. On est aussi sur SoundCloud, iTunes, ainsi que sur Spotify, en audio, bien entendu, parce qu'on a les deux versions. La version audio du podcast est disponible sur plusieurs plateformes et sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon site web, guybaillargeon.com. Vous allez avoir la vidéo. Puis, je voudrais aussi remercier, parce que je ne fais pas ça tout seul, on a une équipe. Alors, je voudrais remercier Victoria d'avoir été la vidéaste du jour. Alors, je te remercie beaucoup. C'est quelqu'un qui nous a dit tantôt que la fumée et elle, c'est deux. Donc, on va te... Challenge accepted! On va te remercier encore une fois, c'est ça, d'avoir bien voulu te prêter à cet exercice. Alors, à la prochaine, puis gardez le sourire. Salut tout le monde.